Verdade que nós brasileiros temos que escolher dois tipos de imperialismo. C'est bien que vous disiez ça, parce que ce que je vous dis, il ne faut pas choisir, on peut se servir de l'un contre l'autre. Bon, par exemple, vous avez les Canadiens français, cela fait... Ça, on le fait, voilà. mais on Oui. peut... Oui, les Canadiens français, moi j'ai forgé la notion de double domination. Alors, on me dit toujours, voilà, c'est des preuves, j'ai dit ça à Montréal, j'ai dit, vous savez, voilà, bon, quand même, je ne suis pas idiot, je pense que vous savez, moi aussi, je viens d'un pays dominé, moi aussi, j'avais un accent dans ma jeunesse, j'en ai encore un peu, etc. Moi aussi, je sais ce que c'est que d'arriver à Paris et de se faire prendre pour un plouc parce qu'on a un accent pas conforme. Bon, alors après avoir dit ça, je dis, maintenant, voilà, maintenant, on va pas rigoler. Bon, pourquoi êtes-vous francophile? Pourquoi, etc. Bon, parce que ça vous permet de faire chier les Américains. Bon, là, c'est très bien, mais il faut savoir que vous échappez à une domination pour tomber dans une autre. Bon, et donc, il faut tirer parti de cette double domination. Alors, une double domination, on peut jouer un dominant contre un autre. On peut se servir de ce rapport dominant contre l'autre. Voilà. Bon. Então não podemos pretender uma cultura, uma produção intelectual independente? Oui, oui. Alors ça, écoutez, là, je vais citer un livre qui est, c'est un livre je peux là encore, c'est comme pour 2 années, je peux pas dire c'est une élève, c'est Pascal Casanova qui a fait un livre qui s'appelle La République mondiale des lettres, où elle parle magnifiquement d'ailleurs de Mario de Andrade et de Macunaíma, bon, vous verrez, et bon, elle montre que bon, il y a un mouvement de libération, voilà, possible en littérature, donc, comme il y a un mouvement de libération, et elle fait une théorie. Alors c'est pareil, c'est pas du tout bon, je prends le drapeau, je dis je vois écrivain de tous les pays, unissez-vous, faites la révolution, etc. Elle dit pas ça, elle décrit des mécanismes de domination dans des univers qui normalement sont vus comme des univers iréniques, des écrivains, ils se réunissent, ils sont tous égaux, monsieur Mario de Andrade, il va rencontrer monsieur, ils sont tous pareils, voilà. Non, en fait, elle dit, dans les rapports entre les écrivains, il y a des rapports de domination. Bon, il faut se faire traduire, si on ne se fait pas traduire à Paris, on est mort, que c'est ça ou la mort. Alors, elle cite des exemples magnifiques d'un type, je ne sais pas ce qu'il était, d'un pays d'Afrique, qui a voulu faire, Zoulou, c'est ça, ça me revient. Attends, je ne sais plus son nom, c'est magnifique. Il a voulu faire du Joyce en Zoulou. Voilà. Ce type, il voulait faire le roman d'avant-garde, le monologue intérieur, les trucs les plus raffinés en Zoulou. Bon, alors, il a fait un peu, puis après, il a fait en anglais. Hein. Sinon, c'était la mort. Bon, voilà. Alors, voilà le problème. Et ça, en décrivant des trucs comme ça, je vous assure qu'elle a un effet libérateur, parce que ça s'applique aussi à la sociologie, ça s'applique aussi à la philosophie, ça s'applique à tout. Alors, je suis content de finir là-dessus, parce que là, c'est un message de libération. Là. O senhor acha que está vendo uma volta ética, como propõem alguns intelectuais, como forma de construir, ou melhor, reconstruir uma nova racionalidade política? Non, je suis assez sceptique hein, je pense que c'est très difficile de donner une force sociale à l'éthique. Alors, je suis tout à fait pour l'éthique. Je pense que, par exemple, dans le monde intellectuel, s'il y avait un peu plus d'éthique, enfin, bon, ça changerait beaucoup le monde intellectuel. Pour donner une force politique à une éthique, il faut être très fort. Il faut être très fort. Voilà. Surtout si cette éthique est à contrepente des forces dominantes, etc. Bon, alors on peut exalter les vertus de résistance, etc. Mais bon, moi je crois que c'est un alibi, c'est une manière de ne pas faire de la politique, voilà, pour dire franchement, voilà, c'est une manière de ne pas faire de la politique. Alors je reviens, j'ai un peu l'esprit d'escalier, hein, mais depuis le début, vous me dites, mais enfin, pourquoi la politique? Je pense que une des choses importantes, une des motivations importantes pour avoir envie de comprendre le monde, c'est d'avoir un intérêt politique pour le monde. Ce qui ne veut pas dire avoir une prise de position politique. On sort de l'indifférence, on n'est pas un pur spectateur. Bon, et ça va contre un des préceptes de la méthodologie officielle. Donc on a mis ça sur le compte de Max Weber, bon, ce qui est un paradoxe. Max Weber effectivement a parlé de neutralité axiologique. Bon, il veut dire qu'il ne s'agit pas de faire des jugements de valeur. Bon, ça, c'est très bien. Mais il n'a jamais dit qu'il fallait être indifférent au monde social. C'est un type qui il a été engagé tout le temps. Les gens qui parlent d'éthique en ce moment, en sociologie, c'est des faux culs. Voilà. Je ne sais pas si ça se traduit en brésilien. Ça, c'est des gens qui n'ont pas le courage quoi, de prendre le monde comme il est et de se prendre eux-mêmes comme étant ce qu'ils sont. Parce que en parlant de morale, ils ne parlent pas de politique. Or, il est question de ça dans le monde. Voilà. Donc, ils prennent une position politique. Mais chic. Parce que si vous dites éthique, très bien, vous passez partout. Então falemos de moral de outra maneira.
O senhor acha que a massa enorme de sofrimento produzido pelo neoliberalismo, como a que vemos no Brasil, miséria, violência, exclusão, sentimento de insegurança e de incerteza sobre o futuro, poderia um dia provocar um movimento capaz de acabar com ele? Alors ça, c'est une question très, très difficile. Je peux essayer d'élaborer un petit peu. Je pense que les situations de crise, les situations sont des situations critiques, c'est-à-dire dans lesquelles le monde part en éclats, part en morceaux, les gens n'ont plus de repères, n'ont plus d'instruments de totalisation, quoi. Voilà. Alors, effectivement, ça c'est Max Weber dit ça, il dit la fonction de la religion principale, c'est de tenir ensemble, de donner une sorte de cohérence pratique. C'est pas une cohérence théorique, mais de faire en sorte que on s'y retrouve, on comprend, on sait s'il faut mettre une cravate ou pas en mettre, enfin, on sait s'il faut, je sais pas, s'il faut manger ça plutôt que ça, etc. Bon, ça totalise, ça permet de donner sens et cohérence à l'existence. Alors, bon, malheureusement, je pense que les prophétismes religieux sont en général dans la logique de l'escapisme, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ça conduit à des visions millénaristes, ça détourne du politique dans ce qu'il a de brutal, d'insupportable. Bon, ça fait fuir la vie. Bon, alors, on peut se demander, bon, si on est utopiste, si on se dit, bah oui, où est-ce qu'on va trouver des forces sociales pour changer ce monde, voilà, parce que c'est une question que je me pose aussi. Là, pas en tant que chercheur, je m'impose aussi. Bon, je l'ai dit, je l'ai pas caché. Je pense que ce qui se passe est très grave et que l'humanité est menacée. Moi, je pense pas à moi, mais je suis entouré d'un tas de jeunes gens, de jeunes filles qui travaillent, qui y croient. Et beaucoup de choses que je fais, je les fais. Bon, ça a l'air idiot, mais c'est vrai pour eux. Bon, et souvent, c'est eux qui me le demandent. Ils me disent, tiens, ah oui, vous devriez faire ça. Voilà, bon. Et donc, je voudrais bien savoir, suggérer de l'utopisme, mais réaliste. Voilà. Dire aux gens, par exemple, 68, moi j'étais à la fois pour et en même temps contre, parce que je trouvais que c'était de l'utopisme utopique. Voilà. Bon. Et moi je prêche depuis des années qu'il faut de l'utopisme, mais réaliste, avec un peu de plomb dans la cervelle. Quoi, hein. D'ailleurs, on voit ce qu'ils deviennent, la plupart de ces utopistes, ils tournent Kazakh. Bon. Alors, pour faire de l'utopisme réaliste, il faut connaître le monde, il faudrait être à la fois jeune et vieux. Voilà. Pour faire de l'utopisme réaliste, il faut être comme ça, enthousiaste comme un jeune, un peu naïf comme un jeune, et puis en même temps pondéré, sérieux, réaliste, un peu triste, un peu pessimiste comme un vieux. Voilà. Bon. Alors la sociologie, moi je dis ça souvent, c'est triste. Moi, quand j'avais 20 ans, si on m'avait raconté ce que je raconte, j'aurais dit quel connard, c'est pas possible, c'est scandaleux. Non, c'est vrai, c'est sinistre, c'est pas gai, c'est rabat-joie. Moi je pense qu'un des grands problèmes voilà, je vais dire des choses que je ne devrais pas dire, mais tant pis. Un des grands problèmes du mouvement social, c'est de trouver des nouvelles formes de lutte sociale et de sortir. Enfin bon, il ne faut pas abandonner les anciennes, parce qu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas autre chose. Hein. Il faut faire des manifestations, faire des défilés avec des banderoles, etc., des slogans, il faut continuer. Bon. Mais je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes. Par exemple, les étudiants américains, au moment de la guerre du Vietnam, ont inventé une foule de choses. Ils ont brûlé les cartes d'identité, ils ont brûlé les drapeaux. Bon, pourquoi? Parce que, étant intellectuels, ils avaient plus de capital, ils étaient plus libres. Bon. Os seus livros e artigos são traduzidos praticamente no mundo todo. O senhor foi o autor mais citado em Ciências Sociais em língua inglesa no ano passado. O senhor tem uma ideia de que maneira seu trabalho é utilizado e visto nos diferentes países onde é difundido? Em outras palavras, o Bourdieu da França é o mesmo que o da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos? E como o senhor vê o Bourdieu no Brasil?
C'est vous qui pouvez répondre. Moi je ne... Enfin, je pense effectivement qu'il y a des réceptions très différentes que je vois quand je vais. Par exemple, c'est vrai qu'au Japon, je ne suis pas du tout lu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on a commencé par traduire mes travaux sur l'éducation, d'une part, et d'autre part mes travaux sur l'ethnologie. Alors comme la division du travail est très poussée, que les gens sont tout à fait enfermés dans des spécialités très étroites, etc., il a fallu 20 ans pour que les gens s'aperçoivent que c'était le même qui avait fait des trucs sur les Kabyles et des choses sur, enfin, sur l'éducation. Bon. Alors après, ils ont traduit, je sais pas, c'est peu à peu, et il y a une espèce de Bourdieu qui s'est reconstitué peu à peu, quoi. Voilà. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, de toute façon, j'étais à Princeton dans les années 70. Il y avait un séminaire de Eastern Studies, où j'allais parler de la cousine parallèle du mariage chez les Kabyles. Et puis, il y en avait un autre où j'allais parler d'histoire de l'art. Et ça n'avait aucune communication. Les gens ne se connaissaient à peine entre eux, quoi. Voilà. Et, voilà. Alors, ça donc, il y a la réception éclatée, ça tient au fait que les traductions sont faites à des moments très différents, il y a des préfaces, les préfaces, on change le sens, enfin, c'est les lois habituelles de la circulation intellectuelle. Hein. Bon. Il y a des décalages liés au contexte, ce que vous avez dit au début, le contexte politique. Je ne peux pas vous répondre à la question de savoir comment au Brésil. Je peux avoir, ce serait intéressant, mais c'est intéressant si on avait comme ça pour un séminaire, que je vous dise, voilà, j'imagine comme ça, et qu'après on discute, que vous me disiez non, c'est pas comme ça. O senhor não imagina nada? Si, j'ai un peu une idée, oui, j'ai un peu une idée. Laquelle? Oh, non, mais c'est pas intéressant parce que ça Non, je parlais de curiosité personnelle.